Président, je suppose que les commissions ont donné un avis favorable. Je voudrais simplement rappeler qu'il s'agit de factures de l'année 2018 et 2019. Ce n'est donc pas l'héritage, c'est donc le fait de l'actuelle gestion. Bien. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, le rapporteur a des conclusions ultimes. Ultime. Ah, il reste le gros paquet après. Mais en tout cas, je remercie le collègue parce que ce qu'il fait comme remarque, il fait la même. Et je vous témoigne que je ne sais... Mais vous savez, il y a plus de 4000 personnes ici. Changer des habitudes, c'est compliqué. Donc on va y arriver progressivement. Je vous garantis qu'en tant qu'acheteur public, représentant acheteur public, j'ai mis en place des dispositions s'appuyant sur les technologies actuelles de communication qui me permettent d'être en contact avec toute la hiérarchie. Nous sommes déjà actuellement entrés dans l'ère de la signature électronique. Donc, même si on évoque l'urgence, le chef de service qui a découvert le besoin a les moyens de signaler à sa hiérarchie qui fait faire l'estimation et qui remonte jusqu'à l'acheteur public pour qu'une décision soit prise avant de faire l'achat de la prestation. Alors maintenant, il faut faire tout. Nous sommes en pleine période de mutation. Il y a certains services qui sont déjà passés à la dématérialisation totale, je les félicite, et j'encourage tous les autres à passer à la dématérialisation. Et vous ne pouvez pas imaginer comment on gagne du temps et on ne met pas donc les entreprises dans cette situation-là. Si tout le monde veut s'y mettre à la dématérialisation, et on fait de la formation d'ailleurs, pour aider tout le monde à numériser, je pense progressivement on va y arriver, parce que c'est très désagréable de reconnaître que quelqu'un fait une prestation et qu'on ne peut pas le payer. Si tu permets, Président, j'ai été interpellé sans que mon nom soit désigné, mais on m'a désigné par toutes sortes de détours sur un fait qui est une réalité, qui est douloureuse, qui est que beaucoup d'entrepreneurs, le prestataire ayant travaillé pour la collectivité, voient le délai de paiement s'allonger. Des efforts considérables sont faits pour les raccourcir. Alors il a évoqué une page Facebook, ça dit que c'était la mienne. J'ai pris une responsabilité et je signe, je ne fais pas comme certains qui le font anonymement ou avec des pseudos. J'ai révélé un certain nombre de choses que je veux révéler encore ici à la tribune. Le président Marie-Jeanne a fait toutes les démarches pour que la trésorerie de la CTM puisse permettre de couvrir les dépenses en instance. Je peux témoigner qu'il y a eu en fin d'année 2019 des prêts en trésorerie. Parce que j'ai entendu dire qu'on ne prête pas de l'argent pour le fonctionnement. On peut faire des prêts de trésorerie auprès des banques pour payer les mandats en instance. Ces prêts à court terme que l'on doit rembourser rapidement sont différents des prêts à long terme que l'on fait pour des investissements. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Maintenant, même les prêts qu'on fait pour les investissements, au fur et à mesure que l'argent rentre, ça rentre dans la trésorerie, il y a une caisse unique, l'argent est disponible, on peut payer les dépenses courantes. Ça, c'est pas interdit. Permettez. Je rappelle que la stratégie qui a été faite par le président et que je rencontre ici a consisté à veiller à ce que les chantiers qui sont financés par les fonds européens et les fonds d'État, puisqu'il faut produire des factures acquittées pour que ces factures acquittées remontent et pour que les versements en retour arrivent et viennent alimenter la trésorerie. Maintenant, je prends mes responsabilités pour vous dire que nous avons eu des informations que pendant le mois de décembre, le montant des sommes de l'argent qui était sur le compte de la collectivité était supérieur au montant des mandats en instance. Mais néanmoins, les mandats peinaient à être payés. Le président s'en est ému. Il a même adressé un courrier au payeur pour lui dire quel est le problème qu'il a.
Il est même allé à lui dire, s'il faut un renforcement, faites savoir. Mais évidemment, d'après ce que nous avons appris, le payeur doit obtenir l'autorisation de sa hiérarchie. C'est pourquoi, dans ce que j'ai écrit, j'ai parlé de la hiérarchie qui est au-dessus du payeur. Donc, je certifie que si les entreprises ne sont pas payées aussi rapidement que nous le souhaitions, c'est pas par manque de trésorerie. En plus, nous veillons à ce que les mandats soient établis par nos propres services et le directeur général nous donne la preuve tout le temps en nous communiquant les numéros de mandat, les dates que les mandats sont faits, transmis. Donc, il y a un goulot d'étranglement. Il faut que les services de la direction des finances publiques donnent davantage de moyens à notre payeur pour que notre payeur puisse liquider, c'est-à-dire transformer en argent liquide, tous ces mandats qui sont en instance, parce que ceux qui souffrent les premiers, c'est nous-mêmes, parce que les entreprises nous ont fait savoir qu'ils suspendent les ouvriers. Beaucoup prennent des ouvriers qui sont des chargés de mission, c'est-à-dire des intérimaires, donc c'est facile de les remettre à la disposition de la boîte d'intérim, en attendant qu'on nous paye. Et quand je vais sur les chantiers, et vous savez que je suis un camarade des ouvriers, et c'est eux-mêmes qui me disent, nous sommes suspendus parce que le patron dit la CTM ne les a pas payés. Ça m'est pas agréable, donc je consacre une bonne partie de mon énergie à faire en sorte qu'on puisse payer. Voilà ce que je voulais dire. Et le collègue qui s'exprime souvent est bien placé, puisqu'il est un entrepreneur lui-même, et je veille à ce que l'on paye son entreprise aussi rapidement que les autres, dès lors que la prestation est faite. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'en ai fini. Un point d'ordre, oui. Je suis heureux qu'à l'occasion de conventions transactionnelles, le conseiller exécutif chargé des marchés, tout à l'heure il a fait un compte rendu, accepte et avoue lui-même que les entreprises ne sont pas payées. Il vient de faire encore cet aveu en disant, bon, écoutez, le président, il écrit, chers collègues, nous avons déjà siégé dans d'autres assemblées. J'ai siégé à la commission permanente du Conseil général. Dans le Conseil exécutif, vous faites un point financier à chaque séance. Eh bien, donnez les éléments du point financier à l'Assemblée. Combien d'argent à chaque Conseil exécutif il y a sur le compte de la collectivité au Trésor? Au moment où vous faites la réunion du Conseil exécutif, dites-nous combien de mandats vous avez émis. Et ce matin, je réitère ce que j'ai dit devant aujourd'hui, ce qui est un aveu manifeste du Conseil exécutif. Les entreprises martiniquaises ne sont pas payées, donc elles utilisent un procédé qui permet de ne pas avoir à payer des charges quand il n'y a pas de recettes. C'est comme ça qu'une entreprise fonctionne. Quand elle n'a pas de recettes, elle ne peut pas avoir des charges. Elle ne peut pas avoir des salariés si elle n'a pas la garantie que ces salariés sont payés à la fin du mois, ainsi que les charges. Donc, dire sans donner le moindre chiffre qu'il y a de la trésorerie qui dépasse le montant des mandats émis, c'est pas sérieux. Il faut nous donner les chiffres. On sait lire. Il y a des commissions. Il y a une commission, moi j'y vais plus, parce que fatigué de demander des chiffres, on ne me les donne pas. Et j'ai posé la question, peut-il nous dire si oui ou non la collectivité a mobilisé les 50 millions d'euros d'un point budgétaire? J'ai posé la question au président Lys directement, il m'a dit qu'il ne sait pas, et il est président de l'Assemblée. Or, c'est l'Assemblée qui a voté cette décision qui permet de faire l'emprunt budgétaire. Et il se trompe quand il dit toujours que l'on peut financer des dépenses de fonctionnement avec des emprunts. Non, collègues, ce n'est pas possible dans le droit budgétaire et comptable français. Il ne faut pas répéter ça. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je lui demande, c'est de jouer la transparence, de nous donner les chiffres. Et ce matin, je lui ai donné une des solutions informatiques. Transmettez aux entreprises, si vous ne savez pas faire fonctionner le portail Corusco, transmettez aux entreprises leur numéro de mandat. Pourquoi vous ne le faites pas? Je vous le répète,
Si vous avez émis les mandats et vous les avez transmis à la pairie, donnez à l'entreprise ces éléments qui vont lui permettre d'entamer une discussion financière avec ses banquiers et ses créanciers. Ce que je dis là est pourtant très simple. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne peut pas venir tout le temps faire du baratin comme ça sur Facebook sans donner le moindre chiffre. Une entreprise, ça fonctionne avec des chiffres. Donc, je lui dis très simplement qu'il faut arrêter de personnaliser le débat avec moi parce que je peux le personnaliser avec lui. Donc, je lui dis ça là maintenant pour l'ultime fois. Collègue, arrête de personnaliser le débat me concernant. Parce que tu sais, je ne suis pas sûr que à ce débat-là, ça soit très avantageux pour toi. Donc je te demande, une fois de plus, d'arrêter de mettre en cause mon fonctionnement en tant que chef d'entreprise. Et ça, il faut que ça soit clair, inscrit dans le PV. Les allégations que tu fais depuis plusieurs séances sur mon entreprise, je les note dans les procès-verbaux, je les stocke, mais je te demande d'arrêter ce type d'allusion. Parce que jusqu'à nouvel ordre, je ne suis pas mis en examen. Tu comprends? Jusqu'à maintenant, je ne suis pas devant un tribunal correctionnel. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas signé de bonne commande pour faire des photos et être incapable de montrer le bon de commande. Alors, je te le dis, une fois pour toutes, ne dépasse pas la ligne jaune avec moi. Donc, là maintenant, il y a des mesures à prendre pour payer les entreprises et l'ultime mesure que vous pouvez prendre, c'est faire comme la région Guadeloupe, décider que vous payez les intérêts moratoires aux entreprises. Donc, vous pouvez décider, vous, là, maintenant, de faire le payeur payer les intérêts moratoires sur tous les délais de paiement qui dépassent les 30 jours. Alors, arrêtons ce petit jeu malsain et passons à de bonnes pratiques de gestion. Bien. Bien, d'abord, le collègue semble ignorer le code de la commande publique. Les intérêts moratoires sont dus. Je l'invite à aller relire le code de la commande publique. Sans qu'on ait autorisé ceci ou corrigé cela. La dernière réforme, qui date maintenant de quelques années. Deuxièmement, comme il me répond personnellement, je révèle qu'en sa qualité d'entrepreneur, il est allé faire pression sur les agents de la CTM, de la commande publique, pour essayer de faire modifier un marché que son entreprise a passé avec nous pour faire les enseignes. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai senti qu'il a des pressions faites sur nos collaborateurs que je m'insurge contre ça. Je lui ai dit de ne pas mélanger les gens. Il est élu. Les collaborateurs, évidemment, ils ont le respect des élus. Son entreprise a répondu à un appel d'offres pour faire les enseignes. Tout le monde constate d'ailleurs que les enseignes tardent à être posées sur nos immeubles, au point que je me fais critiquer alors que des bons de commande sont émis. Alors, parce qu'il veut aborder cela, il voulait introduire des prix nouveaux, alors que les prix nouveaux ne peuvent être introduits que par la commission d'appel d'offres. Alors, arrêtez d'aborder ce point-là, puisque tu me pousses à révéler ça, et je peux requérir le témoignage des agents qui ont subi cette pression. Il faut produire les éléments, il faut les produire et donner des allocations précises. Il faut donner des allocations précises. Il faut demander la Non, je réponds, collègue, non, parce que ça, c'est des accusations graves. Collègue, j'ai écrit 2 lettres recommandées à la collectivité que j'ai envoyées au PCE qui n'ont jamais reçu de réponse. Mes lettres recommandées n'ont jamais reçu de réponse et je tiens à ta disposition et à l'ensemble des élus martiniquais le document de contrôle de légalité que toi, Daniel Marie-Sainte, tu as décidé, pour soi-disant faire pression sur moi comme élu, de ne pas appliquer. J'ai un document revêtu du contrôle de légalité que je vous ai envoyé. Maintenant, toi, tu peux décider que tu fais pression sur les chefs d'entreprise, comme tu fais à Gont-Rivière, où tu essaies de faire annuler un marché pour un jeune Martiniquais qui a une entreprise à Gont-Rivière, qui a une machine qui fonctionne. Tu essaies aujourd'hui, pour des motifs assez scabreux, de casser son marché. Je te dis que moi, je peux avoir n'importe quel débat avec toi. Et je te demande, si tu dis que tu as signé un bon de commande de 1400 € pour faire des photos, donne-nous la photocopie de ce bon de commande. Donne-le-nous. Je te demande, une fois de plus, je te le dis, d'arrêter ce type d'allégation que tu ne peux pas prouver. Parce que ceci montre ton niveau d'irresponsabilité et de lâcheté. Et je te le dis, je ne suis pas mis devant le tribunal correctionnel,
je ne suis pas mis devant le tribunal correctionnel ni mis en examen aujourd'hui, mais que si tu as des éléments qui concernent mon entreprise, publie-les, donne-les, et moi, je vais publier mes éléments. Mais il faut arrêter ces attaques sournoises contre les chefs d'entreprise martiniquaises quand tu allais verser 5 millions d'euros à Vinci de pénalités de retard et d'intérêts moratoires. Arrête là d'attaquer les entreprises martiniquaises et de te coucher devant les multinationales. Collègues, je vous conseille de ne pas continuer sur des dossiers aussi délicats. Je pense que ce n'est pas... Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Je ne parle même pas du dossier de l'enrobé avec la Colas. Parce que... mais oui, bon, ça va... Je pense qu'il y a peut-être un autre lieu où on peut débattre de ces choses-là, parce que ça va donner une mauvaise image de notre collectivité. Je propose qu'on ferme cette parenthèse et que nous passions à la question... Nous avions voté, je ne sais même plus. Donc on commence par Vous n'avez pas encore voté? Non, on n'a pas voté les trois conventions transactionnelles. Donc je mets aux voix. Contre, je pense que personne n'est contre. Abstention, il n'y en a pas. Donc adopté à l'unanimité. Nous passons au 63, qui est la traditionnelle présentation du compte-rendu de l'exercice de la délégation que nous avons donné au président du Conseil exécutif en matière précisément de marché public et d'accord cadre. Bien, merci. Mais Président, je ne peux pas laisser publiquement dire des choses érodées. À Grand-Rivière, le mandataire, ce n'est pas une petite entreprise martiniquaise, c'est une entreprise du groupe Vinci, Caraïbes Moteur. Et son marché sera résilié parce qu'il ne respecte pas les engagements. Bien. Je ferme la parenthèse et je présente le dernier dossier. Maintenant, vous allez toujours me trouver en face de vous lorsque, utilisant sa casquette d'élu, on va faire des pressions sur des administratifs qui sont mes collaborateurs directs, et qui sont très dévoués à la collectivité et qui, en permanence, mettent en cause leurs propres responsabilités parce que les agents de la commande publique, il faut que vous sachiez, ils occupent des postes très sensibles, ils ne passent pas de semaine sans qu'ils soient convoqués à CRPJ pour avoir donné des détails, des explications sur les marchés que nous avons attribués. Et en particulier sur le marché de Grand-Rivière. Moi-même, personnellement, je suis convoqué. Voilà. Pour pouvoir donner des détails. Bien. Donc je suis à l'aise, je dors tranquillement. Bien. Bon. Non, parce qu'il fait des révélations, moi je n'ai peur d'aucun machin, je dis franchement. Avec mon calme habituel. Collègue, je vous ai donné un conseil. Je vous remercie, Président. Je suis ton conseil. Vaut mieux fermer le... Non, mais quand on me cherche, on me trouve, hein. C'est ça. Bon. Mais oui, mais bon. Bon. Maintenant, je vais présenter avec la plus grande transparence.